Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Bartleby le Scribe, écrit par Herman Melville. C'est notre deuxième et ça sera notre dernier live sur Bartleby le Scribe. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion, n'hésitez pas à checker la barre de lecture de la vidéo ainsi que la description de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au passage qui vous intéresse. Sachant que sur Bartleby le Scribe d'Herman Melville, c'est un cas un petit peu particulier, c'est l'une des très rares œuvres que j'ai lues en live, qui n'a pas de découpe prévue par l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a pas de chapitre, il y a pas de saut de ligne par exemple, il y a pas de partie et cetera et cetera. Donc c'est vraiment des découpes totalement arbitraires de ma part. J'essaie de faire en général, de m'arranger pour que ça finisse quand même une unité de sens. Donc, si je vois que par exemple un paragraphe commence par, «Après quelques jours», je me dis: «Bon là, il y a eu un laps de temps», donc je fais une pause à peu près naturelle si je m'arrête là. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'essaie de m'organiser sur les lectures qui ne présentent pas de découpe, voulue par l'auteur. Et donc, nous avions lu la première moitié de Bartleby le Scribe, qui fait un truc du style 75 pages, hein, c'est pas très très long. On avait lu la première moitié il y a de cela 2 semaines. La semaine passée, j'ai pas fait de live. J'aurais voulu pour finir Bartleby le plus rapidement possible, mais honnêtement, j'avais un gros coup de mou la semaine passée. Et je me suis dit, tant pis, te force pas. Euh, j'ai préféré passer ma journée à cocooner, on va dire. Et puis le matin, ça allait, enfin le lendemain, ça allait mieux. Donc je regrette pas de l'avoir fait. Et là, aujourd'hui, j'ai un peu de retard, tout simplement parce que j'ai une backup qui a lâché, donc on va dire toutes mes sauvegardes. Enfin, bref, j'ai plusieurs backups, donc j'ai plusieurs sauvegardes de mon PC et tutti quanti, mais l'une d'entre elles a lâché juste, en début ouais, en milieu de matinée et du coup, j'étais un peu en panique, à me dire: «Bon, j'aimerais bien avoir une sauvegarde encore viable». Bon, en vrai, j'en ai plusieurs, mais bref, comme je suis un gros stressé, j'aime bien avoir plusieurs sauvegardes viables. Donc du coup, ça m'a repris du temps qui n'était pas prévu et c'est pourquoi je lance à 15 heures alors que d'habitude je préfère plutôt commencer vers 13 h 14 h. Mais bon, de toute façon, pourquoi est-ce que je me justifie alors que de toute façon je vous donne pas de date? Je vous donne pas de date, je vous donne pas de créneau horaire. Les lives en général, il se trouve que j'arrive plutôt bien à les caser dans mon emploi du temps le jeudi après-midi vers 14 h. Mais en vrai, en VDV, je fais les lives quand je le sens et quand je le peux. Santé à vous les amis. Je vous invite à passer un excellent moment en ma compagnie. Et puis ma foi, je vais pas faire forcément plus long que ça dans l'intro. J'ai envie qu'on s'attaque à la lecture le plus rapidement possible. Sachez simplement que comme on arrive sur la fin d'une œuvre, ça veut dire qu'on va en démarrer une nouvelle. Donc très certainement d'ici 1 à 2 semaines, il y aura le début de la lecture du Grand Maulne d'Alain Fournier. Donc voilà, on va passer sur, a priori complètement autre chose. Et puis, du coup, la backup qui a shut down, c'est mon PC portable, tout pourri que j'ai acheté d'occasion quand j'ai déménagé pour faire un peu l'appoint, le temps que je puisse, récupérer mon PC fixe et cetera, bref. Donc c'était un truc pas très fiable, qui pouvait me servir de second écran, parfois pour les lives de gaming. Encore que, il était même tellement pourri que je l'utilisais à peine en vrai. Mais du coup, là je réfléchis à m'acheter un deuxième écran, tout pété, tout naze, 1 prix, mais au moins qui me permette de mettre le chat, ce qui est quand même beaucoup plus pratique quand je fais du jeu vidéo. Et j'aimerais le faire assez rapidement puisque nous sommes le 11 septembre à l'heure où je vous parle et le 10 octobre sortira Little Nightmares troisième opus. On a déjà fait les 2 premiers en live, donc j'aimerais bien faire ce troisième en live. Si toutefois mon PC le permet, parce qu'encore une fois,
les années passant, mon PC va avoir de plus en plus de mal et les jeux qui sortent vont être de plus en plus lourds et gourmands. Donc on verra si c'est faisable. J'espère beaucoup que ça le sera. C'est pourquoi j'envisage du coup de me fournir un deuxième écran là bientôt et également de me fournir une manette. Je pense que pour des jeux comme Little Nightmares, ça sera plus facile d'avoir une manette. Je me rappelle notamment d'un passage sur Little Nightmares 2 qui était une course un peu, effrénée, qui était rendue, je trouve, beaucoup plus difficile par le fait que je jouais au clavier souris et je sentais qu'à plein de moments, ça aurait été beaucoup plus facile si j'avais une manette. Bref, donc voilà un peu, ce que je prévois de faire. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement pour vous dire que du coup, il y a la lecture du Grand Monde d'Alain Fournier qui devrait arriver bientôt. Pas loin derrière, il devrait y avoir, le gameplay sur Little Nightmares 3, si tout se passe bien et peut-être d'autres choses parce que je me suis amusé à créer un serveur Minecraft et je me dis: «Minecraft, c'est chill, c'est posé, est-ce que je ferais pas des live Minecraft où juste je build sans réfléchir?» parce que c'est ça qui est bien avec Minecraft en créatif, je trouve, c'est que tu peux accaparer ton cerveau à une certaine tâche un peu répétitive de construction, et en même temps faire un peu autre chose. Donc est-ce que je ferais pas des lives comme ça de construction Minecraft, pendant qu'en même temps on discute de tout un tas de sujets? Je me suis dit que c'était peut-être un truc qui pouvait se faire. L'idée m'est venue tout à l'heure, brièvement, j'ai pas songé davantage donc je promets pas que ça va arriver mais c'est des choses qui me trottent en tête. Voilà, voilà. Secrétaire qui nous dit: «Si cette lecture de Melville te plaît au point que tu veuilles refaire un live dessus, as-tu des idées de quel livre de lui lire?» Je n'en ai pas, puisque, comme je vous le disais lors du premier épisode, moi j'aurais voulu lire Moby Dick, sauf que Moby Dick pour les lives, c'est vraiment trop long et c'est sûr à 99 que je ne ferai pas la lecture de Moby Dick en live parce que c'est trop long et que faire des lectures aussi longues en live, je j'y arrive plus. Hem et du coup, je ne connais rien d'autre de l'œuvre de Melville, si je ne dis pas de bêtises. Mmh, si je vois des titres, peut-être que ça va me parler, mais il me semble pas connaître. Attendez, je vais regarder vite fait des titres du bonhomme. Typee, Billy Budd. Billy Budd, ça me parle de nom. Homo, je crois pas que je connaisse. Le Grand Escroc, Redburn, Pierre ou les Ambiguïtés, Vareuse Blanche, Mardi. Ouais, je crois que je connais rien de lui en vrai, hein. Les Contes de la Véranda, du coup, c'est le recueil où se trouve notamment Bartleby le Scribe. Euh, les Encantadas ou Îles Enchantées, ça me parle pour le coup. Mais honnêtement, je ne pense pas connaître bien l'œuvre d'Herman Melville, même de nom. Donc je connais absolument pas le reste de ses œuvres qui pourraient me brancher ou non. Je lirai très certainement Moby Dick de mon côté, pas en live, mais je vous en parlerai si je l'ai lu. Et puis voilà. Après, voilà, comme je disais, je suis pas fermé à l'idée de refaire une lecture sur un auteur qu'on a déjà fait. Ça a déjà été le cas sur plusieurs auteurs au fil de ces années. Euh, Maintenant, je trouve qu'il y a des auteurs pour lesquels ça s'y prête davantage. Je sais pas, c'est peut-être une idée que je me fais, mais par exemple, Lovecraft, je trouve que ça marche bien d'y revenir souvent parce que le format, on va dire, de ce qu'écrit Lovecraft fonctionne bien comme ça en espèce de feuilleton. Pareil pour Sherlock Holmes, ça a été un peu le cas. Après, c'est vrai que j'ai lu aussi Kafka, mais Kafka, pareil, tout est un peu dans une même ambiance, je dirais. Je sais pas si Melville, il peut y avoir un peu ce côté-là. Je pense pas. Mais en vrai, je suis pas certain de moi. Je connais pas suffisamment. Dans ce cas-là, tu peux te pencher sur ces autres nouvelles qui sont réunies dans une seule édition, mais je ne sais plus son nom. Bah, ça doit être Les Contes de la Véranda, j'imagine, du coup. Sauf que justement, pareil, au début, quand j'ai commencé à envisager de lire Melville en live, que j'ai vu que Moby Dick c'était pas possible, je me suis dit, je vais faire Les Contes de la Véranda, c'est bien, un recueil de nouvelles, ce sera plus court. Que nenni! Les Contes de la Véranda, c'est genre des centaines et des centaines de pages. Alors que moi, à la base, je voulais lire soit Moby Dick, soit Bartleby le Scribe, qui fait partie des Contes de la Véranda. Du coup, je me suis dit, bon, bah tant pis, je lis que Bartleby le Scribe et point.
Donc honnêtement, même si j'aime beaucoup Melville jusqu'à présent, je suis pas certain qu'il revienne en live, et s'il revient en live, ça sera pas tout de suite de toute façon parce que j'aime bien varier les plaisirs, donc dans tous les cas, ce sera pas pour tout de suite s'il revenait un jour. Voilou pour, la réponse que je pouvais apporter à ta question. Sur ce, je vais pendiculer, n'est-ce pas? Waouh! Ah, je me fais mal au corps en m'étirant. Et on va se relancer. Je vous rappelle donc que, en ce moment, le narrateur nous explique l'histoire de son cabinet, pourrait-on dire, hem, où se trouvent plusieurs employés, dont Bartleby qui est arrivé récemment. Bartleby qui a la fâcheuse tendance à répondre: «Je préférerais pas» à plusieurs tâches qu'on lui demande et à tout simplement ne pas effectuer ces tâches. Et donc on voit les réflexions du narrateur et de son patron, en fait, sur son comportement, l'incompréhension de celui-ci. Hem et heu et en fait, plus ça continue, plus ça évolue, plus ça le fait tourner en bourrique, mais en même temps, il voit les choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Enfin, c'est très intéressant de voir l'évolution, de la réflexion du narrateur, du patron, tandis que le personnage de Bartleby, lui, reste égal à lui-même, simplement à dire: «Je préférerais pas». On a vu aussi, c'était à peu près le dernier événement de ce qu'on a eu la dernière fois, que Bartleby, vraisemblablement, reste au bureau, à des heures et des jours qui ne sont pas, normales, normaux. Il reste au bureau, bref. Et donc il y a un peu un truc aussi, maintenant mystérieux pour le patron qui est en mode: «Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il a vraiment, un chez lui ou est-ce qu'il vient vivre ici?» Et cetera et cetera. Donc voilà, c'est plein de questions déclenchées par l'énigme Bartleby qui sont très intéressantes. Et oui, désolé secrétaire, le live malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Bah, certainement parce qu'il y a trop de gens en live et que du coup, il faut passer, en priorité, certaines bandes, bref. Bref, j'entre pas dans le détail, mais malheureusement, le live aujourd'hui, il est en qualité 1080p 60 FPS et rien d'autre. Impossible de passer en dessous. Donc oui, forcément, si tu sur portable, ça va coûter cher. Du coup, merci d'être passé et à bientôt. Finalement, je voulais pas parler trop et j'ai trop parlé, donc je me lance. Hem, la dernière fois, j'avais déjà lu une phrase de plus, je crois, pour raccorder les wagons. Donc là, je vais simplement relire un début de paragraphe, encore une fois. Je rappelle que la découpe est de mon fait et on est parti. J'ai repéré un peu avant le live où est-ce que j'allais m'arrêter. On est parti pour une quinzaine de pages et ensuite pour terminer, on en aura encore une grosse quinzaine, je crois. Ouais, c'est ça. On va se lire 15 pages, puis quasiment 20 pages. C'est à peu près ça. Eh bien, donc il y aura une pause sur ce live. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Bonne écoute à tous et à toutes que vous me regardiez en live ou en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à dans quelques minutes. Et d'ailleurs, merci à Fyodor Dostgogol, un joyeux mélange de deux auteurs russes, pour le follow pendant que j'étais en off. À tout à l'heure, on est reparti. Je me mets dans le mood. Bartleby le scribe, suite. Je n'accomplis pas le dessein que j'avais formé de me rendre à l'église de la Trinité ce matin-là. Pour une raison ou pour une autre, les choses dont j'avais été témoin me rendaient momentanément inapte à la fréquentation d'une église. Je rentrai chez moi à pied en débattant de la conduite à tenir à l'égard de Bartleby. Finalement, je pris la résolution suivante. Le lendemain matin, je lui poserai calmement certaines questions sur son histoire, etc.
et s'il refusait d'y répondre ouvertement et sans réserve, comme sans doute il le préférerait, je lui donnerais un billet de 20 $ en sus de ce que je pourrais lui devoir, et je lui dirais que je n'avais plus besoin de ses services, tout en lui déclarant que si je pouvais lui être utile par ailleurs d'une manière ou d'une autre, je serais heureux de le faire. Notamment s'il désirait regagner son pays natal, quel qu'il pût être, je l'aiderais volontiers à payer ses dépenses. De plus, si une fois parvenu chez lui, il se trouvait avoir besoin de secours à un moment quelconque, une lettre de lui ne resterait certes pas sans réponse. Le lendemain matin arriva. Bartleby, dis-je, l'appelant doucement à travers le paravent. Pas de réponse. Bartleby, dis-je d'un ton plus doux encore, venez ici. Je ne vais pas vous demander quelque chose que vous préféreriez ne pas faire. Je désire simplement vous parler. Là-dessus, il apparut sans bruit. Voulez-vous me dire, Bartleby, où vous êtes né? Je préférerais pas. Voulez-vous me dire quoi que ce soit en ce qui vous concerne? Je préférerais pas. Mais quel motif raisonnable pouvez-vous avoir de ne pas me répondre? Je me sens de l'amitié pour vous. Tandis que je lui parlais, il ne me regardait pas, mais tenait son regard fixé sur mon buste de Cicéron qui, vu la façon dont j'étais assis, se trouvait juste derrière moi, à quelques 6 pouces au-dessus de ma tête. Quelle est votre réponse, Bartleby? Demandai-je après avoir attendu un temps considérable, pendant lequel sa physionomie demeura impassible, encore que ses lèvres blanches et amincies tremblassent imperceptiblement. Pour l'instant, je préfère ne pas donner de réponse, dit-il, et il se retira dans son ermitage. Ce fut de ma part une faiblesse, je l'avoue, mais son attitude à cette occasion me piqua. Non seulement elle semblait impliquer un certain dédain tranquille, mais sa perversité apparaissait comme de l'ingratitude, étant donné la bienveillante indulgence que je lui avais indéniablement témoignée. Je me mis de nouveau à ruminer ce qu'il me fallait faire. Mortifié comme je l'étais par sa conduite, et résolu comme je l'avais été à le renvoyer dès qu'il serait entré dans mon bureau, j'avais néanmoins l'impression étrange qu'une force mystérieuse frappait à l'huile de mon cœur, m'interdisant d'accomplir mon dessein et me taxant de scélératesse au cas où j'oserais proférer une seule parole amère contre le plus abandonné des humains. En fin de compte, attirant familièrement ma chaise derrière son paravent, je m'assis auprès de lui et lui dis « Bartleby, ne vous souciez donc plus de me révéler votre histoire, mais laissez-moi vous supplier en ami de vous plier autant que possible aux usages de cette étude. Dites à présent que vous nous aiderez à collationner les pièces demain ou après-demain. En un mot, dites que dans un jour ou deux, vous commencerez à être un peu raisonnable. Dites cela, Bartleby. Pour l'instant, je préférerais ne pas être un peu raisonnable, fut sa réponse suavement cadavérique. À ce moment précis, les battants de la porte s'ouvrirent et la Grinche s'approcha. Il semblait souffrir des suites d'une insomnie particulièrement pénible, provoquée par une indigestion plus grave que de coutume. Il entendit les derniers mots de Bartleby. « Préférerais ne pas être, hein ?» grinça la Grinche. « Je lui montrerais mes préférences, moi, monsieur, si j'étais à votre place. » Ici, il se tourna vers moi. « Je lui en donnerais des préférences à cette tête de mule. Qu'est-ce donc, monsieur, s'il vous plaît, qu'il préfère ne pas faire maintenant ?» Bartleby ne bougea pas d'un membre. « Monsieur Lagrinche, dis-je, je préférerais que vous vous retirassiez pour le moment. » Depuis quelque temps, j'avais pris l'habitude de dire involontairement préférer en toutes sortes de circonstances où ce mot n'était pas parfaitement approprié, et je tremblais à la pensée que mon commerce avec le scribe avait déjà sérieusement affecté mon état mental. À quelle nouvelle et plus profonde aberration ne risquais-je pas de me voir conduit? Cette crainte n'avait pas été sans influer sur ma détermination de recourir à des mesures sommaires. Tandis que la Grinche s'éloignait avec une mine aigre et renfrognée, Dindon s'approcha d'un air déférent et débonnaire. « Sauf votre respect, monsieur, dit-il, je pensais hier à Bartleby et je crois que,
S'il préférait seulement prendre tous les jours un quart de bonne bière, cela contribuerait beaucoup à l'amender et lui permettrait de nous aider à collationner sa copie. Ainsi donc, vous avez attrapé le mot, vous aussi, m'écriai-je non sans quelque excitation. Sauf votre respect, quel mot, monsieur demanda Dindon, qui s'insinua respectueusement dans l'espace exigu et encombré, ménagé derrière le paravent, me faisant heurter le scribe du même coup. Quel mot, monsieur? Je préférerais qu'on me laisse tranquille ici, dit Bartleby, comme offensé de se voir harcelé de la sorte dans sa retraite. Voilà le mot, Dindon, dis-je, le voilà. Oh, préféré. Oui, un drôle de mot. Quant à moi, je ne m'en sers jamais. Mais, monsieur, comme je le disais, si seulement il préférait. Dindon, interrompis-je, vous voudrez bien vous retirer? Oh, certainement, monsieur, si vous le préférez. Comme il ouvrit le battant de la porte pour quitter la pièce, Lagrinche m'aperçut de son pupitre et me demanda si je préférais qu'il copiât un certain document sur du papier bleu ou sur du papier blanc. Il ne mit, se disant, aucun accent espiègle sur le mot préféré. Je pensais, à part moi, qu'il me fallait à toute force me débarrasser d'un dément qui nous avait déjà, jusqu'à un certain point, tourné la langue, sinon la tête, à moi et à mes employés. Mais je jugeais prudent de ne pas lui signifier son renvoi sur le champ. Le lendemain, je remarquai que Bartleby ne faisait que demeurer debout à sa fenêtre dans sa rêverie, face au mur aveugle. Quand je lui demandai pourquoi il n'écrivait pas, il répondit qu'il avait décidé de ne plus faire d'écriture. Quoi? Qu'est-ce encore? M'écriai-je. Ne plus faire d'écriture? Non. Et pour quelle raison? Ne voyez-vous pas la raison de vous-même? Répondit-il avec indifférence. Je le regardai attentivement et vis que ses yeux avaient un aspect terne et vitreux. Il me vint instantanément à l'esprit que son extraordinaire application à copier devant son obscure fenêtre pendant ses premières semaines à l'étude avait pu affecter temporairement sa vue. Je fus touché. Je prononçai quelques paroles compatissantes, protestant qu'il faisait fort bien de laisser là pour quelque temps toute écriture, et le pressant de profiter de l'occasion pour prendre un peu d'exercice au grand air. De ceci, toutefois, il s'abstint. Quelques jours plus tard, mes autres employés étant absents, et me trouvant dans le cas d'avoir à expédier certaines lettres de toute urgence, je pensais que Bartleby, qui n'avait rien d'autre à faire au monde, serait sûrement moins inflexible que de coutume, et porterait mon courrier à la poste. Mais il refusa net, et je dus, à mon grand embarras, y aller moi-même. Les jours passèrent. La vue de Bartleby s'améliorait-elle, oui ou non, je n'aurais pu le dire. Selon toute apparence, il me semblait que oui. Mais lorsque je lui demandai s'il en était bien ainsi, il ne daigna pas répondre. Quoi qu'il en fût, il ne voulait plus faire d'écriture. Et finalement, devant mes sollicitations pressantes, il m'informa qu'il avait définitivement renoncé à la copie. Quoi? M'écriai-je. Supposez que vos yeux aillent tout à fait bien, mieux qu'avant même, ne feriez-vous pas de copie alors? J'ai renoncé à la copie, dit-il en se retirant. Il demeura, comme toujours, l'immuable ornement de mon bureau, plus immuable encore que devant, s'il était possible. Quel parti prendre? Il ne voulait rien faire à l'étude, pourquoi fallait-il qu'il restât là? Pour parler net, il était devenu comme une meule à mon cou, non seulement inutile à titre de parure, mais pénible à porter. Cependant, j'étais peiné pour lui. Je reste en deçà de la vérité en disant qu'il m'inspirait de l'inquiétude pour son propre compte. S'il avait seulement nommé un ami ou un parent, j'eusse instantanément écrit à celui-ci en insistant pour qu'on emmenât le pauvre garçon dans quelque retraite appropriée. Mais il semblait que Bartleby fût seul, absolument seul au monde. Une épave au milieu de l'Atlantique. En fin de compte, les nécessités tyranniques de mes affaires l'emportèrent sur toute autre considération. J'annonçai à Bartleby, aussi poliment que je le pus, qu'il lui faudrait absolument quitter l'étude dans un délai de 6 jours. Je le pressai de prendre des mesures dans l'intervalle pour se procurer un autre habitat. Je lui offris de l'assister dans cette entreprise s'il voulait bien faire lui-même le premier pas en ce sens. Et quand vous me quitterez, Bartleby, ajoutai-je, je ferai en sorte que vous ne partiez pas tout à fait sans ressources. 6 jours à dater de l'heure présente. Souvenez-vous-en. À l'expiration de cette période, je jetai un coup d'œil derrière le paravent. Mon Bartleby était là. Je boutonnai ma jaquette, pris un air décidé, m'avançai vers lui, lui touchai l'épaule et dis
Le temps est venu, il faut quitter la place. J'en suis fâché pour vous. Voici de l'argent, mais vous devez partir. Je préférerais pas, répondit-il sans cesser de me tourner le dos. Il le faut. Il demeura silencieux. Or j'avais une confiance sans bornes en l'honnêteté de cet homme. Il m'avait fréquemment restitué des pièces de 6 pence et des shillings que j'avais laissés tomber à terre, car je suis enclin à me montrer fort étourdi dans ces petites choses. La ligne de conduite que j'adoptai alors ne paraîtra donc pas extraordinaire. Bartleby, dis-je, je vous dois 12 $. En voici 32. Les 20 $ en surplus sont à vous. Voulez-vous les prendre? Et je lui tendis les billets. Il ne bougea point. Je les laisserai donc ici, dis-je en mettant les dollars sous un presse-papier. Après quoi, prenant ma canne et mon chapeau et me dirigeant vers la porte, je me retournai pour ajouter avec calme: Quand vous aurez retiré vos affaires de ce bureau, Bartleby, vous fermerez naturellement la porte, puisque tout le monde sauf vous est parti pour la journée. Et vous voudrez bien glisser votre clé sous le paillasson afin que je l'y trouve demain matin. Je ne vous verrai plus. Ainsi donc, adieu. Si par la suite, dans votre nouvelle demeure, je puis vous rendre quelques services, ne manquez pas de m'en aviser par lettre. Adieu, Bartleby, et portez-vous bien. Il ne répondit pas un mot. Pareil à l'ultime colonne d'un temple en ruine, il restait debout, solitaire et muet, au milieu de la pièce déserte. Comme je marchais pensivement vers mon logis, ma vanité prit le dessus sur ma pitié. Je ne laissais pas de m'enorgueillir hautement de la façon magistrale dont je m'étais débarrassé de Bartleby. Je dis magistral, et tout observateur sans parti pris acquiescera. La beauté de ma méthode semblait tenir à sa parfaite douceur. Point de rudesse vulgaire, point de bravade d'aucune sorte, point d'éclat fanfaron, point de grandes enjambées à travers la pièce en sommant véhémentement Bartleby d'empacter ses misérables hardes et de décamper avec elles. Rien de ce genre. Loin d'enjoindre bruyamment à Bartleby de s'en aller, comme un génie inférieur l'eût pu faire, j'avais tenu pour acquis qu'il devait partir, édifiant sur ce présupposé tout ce que j'avais à dire. Plus je pensais à ma méthode, plus j'en étais charmé. Néanmoins, le lendemain matin, en m'éveillant, j'eus des doutes. Il semblait que le sommeil eût dissipé les fumées de la vanité. L'une des heures où l'homme a le plus de sang-froid et de sagesse est celle qui suit immédiatement son réveil du matin. Ma méthode me semblait aussi avisée que jamais, mais en théorie seulement. Comment supporterait-elle l'épreuve de la pratique? Voilà où le bas blessait. C'était vraiment une idée magnifique que d'avoir tenu le départ de Bartleby pour acquis, mais après tout, ce présupposé était seulement mon fait, nullement celui de Bartleby. L'important n'était pas de savoir si j'avais tenu pour acquis qu'il me quitterait, mais s'il préférerait le faire. C'était un homme de préférence plutôt que de présupposé. Après le petit déjeuner, je descendis vers la ville tout en arguant des probabilités pro et contra. Tantôt je pensais que l'affaire échouerait misérablement et que Bartleby serait à mon bureau, bien en vie, comme de coutume, tantôt il me semblait certain que je trouverais sa chaise vide. Et j'allais virevoltant comme une girouette. Au coin de Broadway et de Canal Street, je vis un groupe de gens fort animés qui discutaient avec ardeur. « Je parie qu'il n'en fera rien, » dit une voix comme je passais. « Qu'il ne s'en ira pas? Top, dis-je. Avancez la mise. » Je mettais instinctivement la main à la poche pour miser moi aussi, quand je me rappelai que c'était jour d'élection. Les paroles que j'avais saisies au vol ne se rapportaient pas à Bartleby, mais au succès ou à l'insuccès de quelque candidate à la mairie. Dans ma préoccupation, j'avais bel et bien imaginé que tout Broadway partageait ma nervosité et débattait la même question que moi. Je passai outre, fort heureux que la rumeur de la rue eût couvert ma distraction momentanée. Comme j'en avais eu l'intention, j'arrivai plus tôt que de coutume à la porte de mon étude. Je m'arrêtai un moment pour écouter. Rien ne bougeait. Bartleby devait être parti. Je tâtai la poignée. La porte était verrouillée. Oui, ma méthode avait réussi à merveille. Il semblait vraiment que Bartleby eût disparu. Cela, pourtant, n'allait pas sans une certaine mélancolie. J'étais presque chagrin de mon brillant succès. Je fouillai sous le pal pour y prendre la clé que Bartleby avait dû laisser à mon intention. Quand mon genou heurta accidentellement le panneau avec un bruit impératif,
et du dedans une voix répondit: Pas encore, je suis occupé. C'était Bartleby. Je fus comme foudroyé. Je demeurai quelque temps immobile, pareil à cet homme qui, naguère, en Virginie, fut tué par un éclair de chaleur alors qu'il fumait sa pipe à sa fenêtre par une après-midi sans nuages et qui resta là, penché sur l'après-midi rêveuse, jusqu'à ce qu'on l'eût touché et qu'il tombât. Pas parti murmurai-je enfin. Mais subissant de nouveau le prodigieux ascendant que l'impénétrable scribe avait sur moi, ascendant auquel je ne pouvais échapper entièrement en dépit de mon irritation, je descendis lentement l'escalier, gagnai la rue et me mis à tourner autour du pâté de maison en me demandant quel était le prochain geste à faire dans cet embarras sans pareil. Jeter littéralement cet homme à la porte, je ne le pouvais. Le chasser en l'accablant d'injures ne me souriait guère. Appeler la police était une idée qui me déplaisait. Et pourtant, le laisser jouir de son cadavérique triomphe à mes dépens, je ne voulais pas davantage y songer. Que faire? Ou s'il n'y avait rien à faire, que pouvais-je encore tenir pour acquis? Oui, de même que précédemment j'avais tenu pour acquis par anticipation que Bartleby partirait, de même je pouvais à présent tenir pour acquis rétrospectivement qu'il était bien parti. Tirant les conséquences logiques de ce présupposé, j'entrerai précipitamment dans mon étude, prétendrai ne voir aucunement Bartleby, et marcherai droit à sa rencontre comme s'il n'était que du vent. Ce serait là, selon toute apparence, un coup qui porterait. Il n'était guère vraisemblable que Bartleby pût résister à pareille application de la doctrine des présupposés. Mais tout bien considéré, le succès de ce plan me parut assez douteux. Je résolus de débattre à nouveau l'affaire avec lui. Bartleby, dis-je en entrant dans l'étude avec un air de calme sévérité. Je suis sérieusement mécontent. Je suis peiné, Bartleby. J'avais une meilleure idée de vous. Je m'étais figuré que vous étiez d'un naturel trop raffiné pour que, dans un dilemme délicat, une légère allusion, en un mot, une présupposition, ne suffit point. Mais il paraît que je m'étais trompé. Quoi? Ajoutai-je avec un tressaillement non fin. Vous n'avez pas même touché à cet argent? Et je désignai les billets qui se trouvaient à l'endroit précis où je les avais laissés la veille au soir. Il ne répondit rien. Voulez-vous ou ne voulez-vous pas me quitter? Demandai-je alors dans un accès de colère soudaine en m'avançant tout près de lui. Je préférerais ne pas vous quitter, répondit-il en insistant doucement sur le ne pas. Quel droit au monde avez-vous de rester ici? Payez-vous un loyer? Payez-vous mes impôts? Ou bien ces bureaux sont-ils à vous? Il ne répondit rien. Êtes-vous prêt à poursuivre vos écritures à présent? Vos yeux sont-ils guéris? Pourriez-vous copier une petite pièce pour moi ce matin? Ou m'aider à collationner quelques lignes? Ou faire un saut jusqu'à la poste? En un mot, ferez-vous quoi que ce soit pour donner couleur à votre refus de quitter les lieux? Il se retira silencieusement dans son ermitage. J'étais maintenant dans un tel état de nervosité et de ressentiment que je jugeais prudent de m'abstenir pour l'heure de toute autre démonstration. Bartleby et moi étions seuls. Je me rappelais la tragédie qui s'était déroulée entre l'infortuné Adams et l'encore plus infortuné Colt dans le bureau désert de ce dernier, et comment le pauvre Colt, terriblement irrité par Adams et s'abandonnant imprudemment à un emportement effréné, s'était laissé entraîner à commettre involontairement son acte fatal, un acte qu'assurément nul ne saurait déplorer davantage que son auteur. Il m'était souvent venu à l'esprit au cours de mes méditations à ce propos que, si leur altercation avait eu lieu sur la place publique ou dans une résidence privée, elle ne se fût pas terminée de la même façon. C'est le fait de s'être trouvé seul dans un bureau désert, à l'étage d'un édifice que n'humanisait et ne sanctifiait aucune influence domestique, un bureau au plancher nu, d'aspect poussiéreux et hagard. Oui, c'est là, sans doute, ce qui avait dû contribuer pour une grande part à pousser jusqu'à la frénésie l'irritation du malheureux Colt. Mais quand ce vieil Adam de ressentiment s'éleva en moi et m'inspira des tentations au sujet de Bartleby, je le saisis à bras le corps et le terrassai. Comment cela? Eh bien, simplement en me remémorant la divine injonction. Je vous apporte un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Oui, voilà ce qui me sauva. C'est l'une des moindres vertus de la charité qu'elle opère souvent comme un grand principe de sagesse et de prudence.
elle est pour qui la possède une excellente sauvegarde. On a vu commettre des meurtres par jalousie, par colère, par haine, par égoïsme, par orgueil spirituel. Mais ouït-on jamais parler d'un meurtre diabolique commis au nom de la douce charité? Leur seul intérêt personnel, à défaut d'un motif meilleur, devrait donc inciter tous les hommes, et particulièrement les tempéraments emportés, à la charité et à la philanthropie. Dans le cas présent, en tout cas, je m'appliquai à étouffer les sentiments d'exaspération que m'inspirait le scribe en interprétant sa conduite avec bienveillance. pauvre garçon, pensai-je, il ne songe point à mal. Et puis il en a vu de durs et mérite de l'indulgence. En outre, je lis en sorte de m'occuper immédiatement. J'imagine qu'il y a une coquille dans le texte et que c'est je fis en sorte. En outre, je fis en sorte de m'occuper immédiatement et de ranimer du même coup mes esprits abattus. J'essayai de me persuader qu'au cours de la matinée, à son heure et de son propre mouvement, Bartleby émergerait de son ermitage et prendrait résolument la direction de la porte. Mais non. Midi et demi sonna. Dindon se mit à offrir Dindon se mit à offrir un visage flambant, à renverser son encrier, à manifester en toute chose sa turbulence. La Grinche tomba dans une courtoisie tranquille. Gingembre mâchonna sa pomme méridienne, et Bartleby resta debout à sa fenêtre, perdu dans l'une de ses plus profondes rêveries face au mur aveugle. Le croira-t-on? Dois-je l'avouer? Cet après-midi-là, je quittai l'étude sans lui dire un mot de plus. Quelques jours passèrent, pendant lesquels je pratiquai quelque peu, à mes moments perdus, la volonté d'Edwards et la nécessité de Priestley. Et on va profiter de cette phrase de quelques jours passèrent pour faire une pause. Hop. Alors je vais changer de scène. C'est l'heure de la pause. Ok. Ok. On reste sur la même lancée, dans la même lignée exactement que la première lecture sur cette œuvre. Honnêtement, je suis comme un ouf. Honnêtement, je suis comme un ouf. J'aime beaucoup cette lecture. J'aime beaucoup cet auteur. Je trouve encore une fois que c'est très bien écrit. Et je vais un peu répéter ce que j'ai dit la dernière fois parce que je trouve qu'on est vraiment sur la même chose en un sens. D'ailleurs, on pourrait se dire que ça peut devenir répétitif, d'avoir un peu le même procédé qui dure pendant déjà 60 pages. Mais au final, je trouve ça pas si répétitif. Je trouve qu'il arrive à se réinventer, qu'il arrive à avoir des formulations et à créer de nouveaux enjeux quelque part pour le narrateur, qui se prend de plus en plus la tête à chercher à comprendre et à faire ce qu'il faut et ainsi de suite. Les réponses de Bartleby qui évoluent mais très légèrement, comme le fait que pour une fois, il n'ait pas eu une voix monocorde, mais qu'il ait mis une petite variation sur le fait qu'il ne voulait pas, enfin, je préférerais ne pas partir, ne pas quitter les lieux, je sais plus comment il dit. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'il y ait des petites variations, des toutes petites variations dans le discours de Bartleby, pareil, ça suffit en fait à réalimenter l'imagination du narrateur et des lecteurs aussi en fait, hein. Euh, donc en vrai, moi je trouve que malgré la certaine répétition dans l'utilisation du mot et de la sentence je préférerais pas, ça reste captivant, ça continue de se renouveler. Et très honnêtement, je suis archi fan de ce qu'on est en train de lire. Je trouve ça trop intéressant. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le passage où, bon, déjà, Bartleby qui refuse de se faire virer, je trouve ça trop stylé, trop intéressant. J'ai beaucoup aimé le passage aussi qui parle un peu de la phrase, enfin du mot préféré comme d'une contagion presque, comme si tous les collègues, le patron inclus, commençaient à utiliser le mot préféré dans leur discours sans s'en rendre compte, et que ça atteint entre guillemets directement leur santé mentale. Je trouve ça vachement intéressant. Hum, En fait, c'est vachement intéressant de voir comment
comment dire? Un élément disruptif peut, amener une vague de disruption justement. Comment, un tout petit grain de poussière dans le mécanisme, ça peut, prendre des proportions, toujours plus grandes. Vachement intéressant je trouve et ouais les réflexions du patron n'en finissent pas de grossir. Hem, Tantôt, il s'énerve, tantôt il arrive à se remettre. Que pareil, j'ai trouvé ça intéressant aussi le passage, quasiment final, où il dit qu'en gros, il arrive à se récupérer en quelque sorte, qu'il arrive à se retenir et à faire preuve d'humanité quelque part, de miséricorde envers Bartleby. Très intéressant ce passage, très intéressant cette idée de, quelque part les valeurs, on pourrait dire ça, c'est ce qui aide dans les moments où on craquerait, à ne pas craquer. Parce qu'on s'est tellement répété quelque part, hem, des credos ou des valeurs charitables et cetera, que, on se raccroche à ça pour ne pas péter un câble, dans les moments où on serait susceptible de péter un câble. Pareil, ça, je trouve ça intéressant comme discours. Hem, ouais, non, franchement, je trouve que de c'est assez génial, je trouve, que ce soit dans la forme ou le fond, parce que encore une fois, je trouve que stylistiquement, c'est hyper agréable à lire, hyper fluide. Il y a des tournures de phrases qui sont assez originales, particulières, mais qui se disent bien, qui sont agréables à lire, qui sont compréhensibles et qui sont aussi teintées, d'un peu d'humour parfois, parce que la tournure de phrase fait qu'il y a des chutes un peu. C'est pas non plus des blagues, mais voilà, il y a un peu des chutes à la phrase, qui nous prennent, par surprise et cetera. Non, franchement, je trouve que c'est vraiment très, très bien géré de la part de Bartleby, de la part de Herman Melville, que ce soit en termes de fond ou de forme. Et du coup, merci à toi, Zikael, pour le 67e mois d'abonnement. Ça nous rajeunit pas. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et du coup, ouais, 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 la forme. Et bah écoute, ouais, 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 la forme, hein. Non, honnêtement, ces temps-ci, je dois dire, il y a quelques temps encore, je répondais 6,5 sur 10 à la question ça va. Là, maintenant, actuellement, je répondrais 7,5, un truc comme ça. Donc ouais, c'est plutôt agréable ces temps-ci. Même si j'ai eu quelques coups de mou, et ben, globalement, ça va. Et toi, comment vas-tu, cher ami? Ça fait beaucoup là, non? Ah, d'ailleurs, ça fait beaucoup là, non? Il y a le film Mac Walter qui sort demain sur Amazon Prime que j'ai hâte de voir. Ça sent l'amour. Si seulement, Michael. Si seulement. Mais non, même pas. Ou bien on peut dire de l'amour, mais pas pour une personne au sens romantique, de l'amour amical et ainsi de suite. Genre, je sais pas, en ce moment, j'écris beaucoup pour mon groupe de jeux de rôle. Je suis en train de leur faire un scénario un petit peu velu, un petit peu complexe, et je prends beaucoup de plaisir à l'écrire. J'ai eu aussi une offre incroyable, je vais pas en parler forcément parce que c'est pas certain et tout dit quanti, mais j'ai eu une proposition très très sympathique pour une personne qui m'est chère, pour le coup pour mon meilleur ami, de potentiellement lui écrire un scénario de JDR, on va dire grandeur nature, et j'ai jamais eu cette expérience-là, donc pareil, ça me hype de fou. Ouais, non, franchement, en ce moment, je suis dans un bon mood. Je suis dans un bon mood. Donc, je baigne dans l'amour. Je baigne dans l'amour. Malheureusement, il me manque de l'amour romantique, si on peut dire, parce que euh, clairement, être en couple, moi, ça me plairait. Mais bon, on peut pas choisir comme ça, de l'être. Donc, non, là, je suis bien. Avec mon 7,5 sur 10, je suis bien. Mm. Et d'ailleurs, mais je sais pas comment ça marche du coup. D'ailleurs, j'en profite, comme tu as pris un mois d'abonnement Zika, il me semble, je suis plus sûr, il me semble que c'était mon anniversaire Twitch il y a un ou 2 jours.
Donc peut-être que les abonnements sur ma chaîne sont moins chers ou je sais pas quoi. Je sais pas, je sais plus comment ça marche, j'avoue que j'ai pas fait gaffe à ça cette année. Hem, En tout cas, si je dis pas de conneries, on est en septembre, donc c'est le September. Donc logiquement, les subs sont moins chers actuellement, si j'ai pas de conneries. Bref, soit dit en passant. Je pense qu'on va se relancer dans la lecture. Ça sera la dernière partie de lecture sur Bartleby. On en a encore pour 19 pages, un peu corsé, mais ça sera délicieux. Je sens que je vais me délecter de cette fin de lecture. Je suis très curieux de voir quelle va être la fin de l'œuvre pour le coup. Parce que comme on peut avoir l'impression que ça n'évolue pas ou pas beaucoup, comme on peut avoir l'impression que Bartleby ne fait que répéter je préférerais pas à tout, comment le récit va pouvoir se conclure dans ces circonstances? J'ai hâte de voir. Très curieux de voir la résolution de cette histoire. Tout ça en plus contenu en seulement 19 pages. Très curieux. Bref. Bonne écoute à tous que vous me regardiez en live ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la fin du live. On y part. Je vais relire une phrase en arrière pour accrocher les wagons. Bartleby le scribe, suite et fin. Cet après-midi-là, je quittai l'étude sans lui dire un mot de plus. Quelques jours passèrent, pendant lesquels je pratiquai quelque peu à mes moments perdus la volonté d'Edwards et la nécessité de Priestley. Dans la conjoncture, ces ouvrages eurent sur moi une influence salutaire. Je vins peu à peu à me persuader que mes désagréments relatifs au scribe étaient prédestinés de toute éternité, que Bartleby avait été nanti d'un billet de logement pour mon étude par une très sage providence, et cela pour quelque mystérieux dessein qu'il ne m'appartenait pas à moi, simple mortel, de sonder. Oui, Bartleby, pensais-je, reste là derrière ton paravent, je ne te persécuterai plus. Tu es aussi inoffensif, aussi peu bruyant que n'importe laquelle de ces vieilles chaises. Bref, je ne me sens jamais autant en paix que lorsque je te sais là. Je le vois, je l'éprouve enfin. Je pénètre la raison d'être prédestiné de ma vie. Je suis satisfait. D'autres peuvent avoir des rôles plus élevés à jouer. Quant à moi, ma mission en ce monde, Bartleby, est de mettre mon étude à ta disposition aussi longtemps que tu trouveras bon d'y rester. Je crois que ce sage et bienheureux état d'esprit eût persisté sans les remarques peu charitables dont me gratifiaient spontanément les collègues qui venaient me rendre visite. Mais le continuel contact d'esprits intolérants finit par user les meilleures résolutions des plus généreux d'entre les hommes. Bien qu'à vrai dire, lorsque j'y réfléchis, il fut assez naturel que les visiteurs qui entraient dans mon bureau, frappés par l'aspect singulier de l'inexplicable Bartleby, fussent tentés de lancer quelques sinistres observations à son sujet. Parfois, un avoué, venant à mon étude pour traiter quelque affaire avec moi et n'y trouvant que le scribe, s'efforçait d'obtenir de lui quelque information précise sur les lieux que je fréquentais. Mais Bartleby, sans prendre garde à son papotage, demeurait immobile au milieu de la pièce. De sorte qu'après l'avoir contemplé pendant un certain temps dans cette posture, l'avoué s'en allait gros-jean comme devant. Il arrivait aussi, lorsqu'un jugement en référé se déroulait à mon étude et que la séance battait son plein dans la salle bondée d'hommes de loi et de témoins, il arrivait, dis-je, que l'un de ces messieurs, se trouvant fort occupé et voyant Bartleby entièrement oisif, lui demandait de courir à son bureau, j'entends le bureau du monsieur en question, pour lui rapporter certains papiers. Sur quoi Bartleby refusait tranquillement, sans sortir pour autant de son oisiveté. Alors l'homme de loi le dévisageait fixement, puis se tournait vers moi. Mais que pouvais-je dire? Finalement, je me rendis compte que, dans le cercle de mes relations d'affaires, un murmure d'étonnement courait de bouche en bouche à propos de l'étrange individu que j'avais à mon étude. Cela m'ennuya fort. L'idée me vint que Bartleby pourrait bien atteindre un âge avancé, continuer à occuper mes bureaux et à défier mon autorité, déconcerter mes visiteurs, exposer au scandale ma réputation professionnelle, jeter une ombre générale sur les lieux,
Se maintenir en vie jusqu'au bout grâce à ses économies, sans aucun doute il ne dépensait que quelques sous par jour, et venant peut-être à me survivre, réclamer enfin la possession de mon étude en vertu du droit que lui conférerait son occupation perpétuelle. Ces sombres perspectives s'offrant de plus en plus souvent à mon esprit, et mes amis ne cessant de me prodiguer leurs impitoyables remarques sur l'apparition qui hantait mon bureau, un grand changement s'opéra en moi. Je résolus de rassembler toutes mes forces et de me débarrasser à jamais de cet intolérable incube. Cependant, avant d'élaborer à cette fin aucun plan compliqué, je me contentai d'abord de suggérer à Bartleby l'opportunité de son départ définitif. Je recommandai cette idée d'un ton calme et grave à sa mûre et attentive considération. Mais, après avoir pris 3 jours pour méditer là-dessus, il m'informa que sa détermination première demeurait inchangée, qu'en un mot, il préférait rester avec moi. Que vais-je faire me demandai-je alors en boutonnant ma jaquette jusqu'au dernier bouton. Que vais-je faire? Que dois-je faire? Qu'est-ce que ma conscience me dicte au sujet de cet homme, ou plutôt de ce fantôme? Me débarrasser de lui s'impose. S'en aller, c'est bel et bien ce qu'il fera. Mais comment? Tu ne vas pas jeter ce malheureux, ce pâle et passif mortel. Tu ne vas pas jeter une créature aussi désarmée à la porte. Tu ne vas pas te déshonorer par un pareil acte de cruauté. Non, je ne veux pas. Je ne puis pas faire cela. J'aimerais mieux le laisser vivre et mourir ici, quitte à sceller ensuite ses restes dans la muraille. Que feras-tu donc? En dépit de toutes tes exhortations, il ne s'en ira point. Quant aux gratifications, il les laisse sur ta table, sous ton propre presse-papier. Il est clair en un mot qu'il préfère se cramponner à toi. Alors il faut prendre une mesure sévère, exceptionnelle. Quoi? Tu ne vas tout de même pas le faire appréhender par un agent de police et commettre à la prison commune son innocente pâleur? D'ailleurs, sur quoi t'appuierais-tu pour perpétrer cela? Sur le fait que c'est un vagabond? Comment? Un vagabond, un rôdeur, lui qui refuse de bouger? C'est justement parce qu'il ne veut pas être un vagabond que tu cherches à le classer comme tel. Cela est par trop absurde. Pas de moyen d'existence visible. Là, je le tiens. Point du tout. Car il est indubitable qu'il subvient à son existence, et c'est là pour un homme la seule façon irréfutable de prouver qu'il en a les moyens. Il suffit, puisqu'il ne veut pas me quitter, il faut que je le quitte. Je changerai de bureau, j'émigrerai ailleurs, et je le préviendrai honnêtement que, si je le trouve dans mes nouveaux locaux, je le poursuivrai en justice pour pure et simple violation de domicile. En conséquence, je lui tins le lendemain le discours suivant. Je trouve ce bureau trop éloigné de l'hôtel de ville. L'atmosphère est malsaine. En un mot, je me propose de changer de locaux la semaine prochaine, et je n'aurai plus besoin de vos services. Je vous le dis dès à présent, afin que vous cherchiez un autre abri, un autre habitat. Il ne répondit rien, et pas un mot ne fut ajouté. Au jour dit, je commandai des fourgons et des hommes, me rendis à mes bureaux et, comme j'avais peu de meubles, le tout fut enlevé en quelques heures. Du commencement à la fin, le scribe resta debout derrière le paravent, que j'ordonnai de n'enlever qu'en dernier lieu. Finalement, on le retira, et lorsqu'il eut été plié comme un énorme in-folio, Bartleby resta l'immobile occupant d'une pièce nue. Je m'attardai quelques instants dans le vestibule pour l'observer, et je sentis monter en moi comme un remords. Je rentrai dans la pièce, la main à la poche, et le cœur serré. Au revoir, Bartleby. Je m'en vais. Au revoir, et que Dieu, d'une façon ou d'une autre, vous bénisse. Prenez ceci, ajoutai-je en lui glissant un billet dans la main. Mais le billet tomba sur le plancher, et alors, chose étrange, je dus m'arracher à cet homme dont j'avais tant aspiré à me débarrasser. Une fois établi dans mes nouveaux quartiers, pendant un jour ou deux, je tins ma porte verrouillée, tressaillant à chaque bruit de pas dans les couloirs. Lorsque je regagnai mes bureaux après ne fût-ce qu'une courte absence, je m'arrêtais un instant sur le seuil pour écouter attentivement avant de mettre la clé dans la serrure. Mais ces craintes étaient superflues. Bartleby ne revint jamais dans mes parages. Je pensais que tout allait bien lorsque je reçus la visite d'un inconnu qui me demanda d'un air soucieux si je n'avais pas occupé récemment des bureaux au numéro de Wall Street. Plein de pressentiments, je répondis que oui. Alors, monsieur, dit l'inconnu qui s'avéra être un homme de loi,
Vous êtes responsable de l'individu que vous y avez laissé. Il refuse de faire de la copie, il refuse de faire quoi que ce soit. Il dit qu'il préfère s'abstenir, et il refuse de quitter les lieux. Je regrette beaucoup, monsieur, répondis-je avec une feinte tranquillité, mais aussi avec un tremblement intérieur. En vérité, l'homme auquel vous faites allusion ne m'est rien. Il n'est ni mon parent, ni mon employé, et vous ne sauriez me rendre responsable de lui. Au nom du ciel, qui est-ce? Je suis parfaitement incapable de vous renseigner. Je ne sais rien de lui. Je l'ai naguère employé comme copiste, mais il y a quelque temps qu'il n'a plus rien fait pour moi. Je lui réglerai son compte alors. Au revoir, monsieur. Plusieurs jours passèrent et je n'entendis plus parler de rien. La charité me disait souvent de me rendre sur les lieux pour voir le pauvre Bartleby, mais certaines craintes frileuses de je ne sais quoi me retint toujours. Cette fois, c'en est fait de Bartleby, pensai-je lorsqu'une nouvelle semaine se fut écoulée sans que j'eusse entendu parler de lui. Mais le lendemain, en arrivant à mon bureau, je trouvai plusieurs personnes qui m'attendaient devant ma porte dans un état d'extrême surexcitation. C'est lui, le voilà qui arrive, s'écria le chef de file, en qui je reconnus l'homme de loi dont j'avais déjà reçu la visite. Il faut l'emmener sur le champ, monsieur, s'écria un personnage corpulent en s'avançant vers moi. Je reconnus en lui le propriétaire du numéro de Wall Street. Ces messieurs qui sont mes locataires ne peuvent pas supporter plus longtemps cet état de choses. Monsieur B, il désignait l'homme de loi, l'a mis à la porte de son bureau, et maintenant il persiste à hanter l'ensemble de la maison. Il s'assoit sur la rampe de l'escalier pendant la journée, et la nuit il dort dans le vestibule. Tout le monde se plaint. Les clients désertent les bureaux. On craint même une émeute. Il faut que vous fassiez quelque chose, et cela sans délai. Je reculai, abasourdi, devant ce torrent de paroles, et j'aurais donné bien des choses pour pouvoir aller m'enfermer dans mes nouveaux quartiers. En vain protestai-je que Bartleby ne m'était rien, qu'il ne me concernait pas plus que n'importe qui. J'étais la dernière personne dont on savait qu'elle avait eu affaire à lui, et l'on m'en imputait la terrible charge. Craignant de voir traîner mon nom dans les journaux, comme l'un des assistants m'en menaça obscurément, je posai la question et déclarai enfin que, si l'homme de loi me permettait d'avoir une entrevue confidentielle avec le scribe dans son cabinet, je ferais de mon mieux au cours de l'après-midi pour les délivrer du fardeau dont ils se plaignaient. Lorsque je montai l'escalier de mes anciens locaux, je trouvai Bartleby assis en silence sur la rampe du palier. « Que faites-vous là, Bartleby » demandai-je. « Je suis assis sur la rampe, » répondit-il doucement. Je l'emmenai dans le cabinet de l'homme de loi, et celui-ci nous laissa. « Bartleby, » lui dis-je, « vous rendez-vous compte que vous êtes pour moi une source de grand tracas en persistant à occuper ce vestibule après votre renvoi du bureau ?» Pas de réponse. « Allons, c'est une nécessité, de deux choses l'une. Ou bien vous ferez quelque chose de vous-même, ou bien on fera quelque chose à votre sujet. Voyons, dans quelle sorte d'affaires voudriez-vous entrer? Voudriez-vous vous engager à nouveau comme copiste? Non, je préférerais m'abstenir de tout changement. Aimeriez-vous à être commise aux écritures dans une épicerie? Ce serait trop enfermé. Non, je n'aimerais pas être commis, mais je ne suis pas difficile. Trop enfermé? M'écriai-je. Mais vous restez enfermé tout le temps. Je préférerais ne pas être commis, reprit-il, comme pour régler une fois pour toutes cette petite question. Aimeriez-vous à tenir un bar? Ce n'est pas une occupation qui éprouve la vue. Je n'aimerais pas du tout ça. Mais encore une fois, je ne suis pas difficile. Sa loquacité inaccoutumée m'encouragea. Je revins à la charge. Eh bien, alors aimeriez-vous à courir le pays en encaissant des factures pour le compte de marchands? Votre santé en serait améliorée. Non, je préférerais autre chose. Vous plairait-il alors d'accompagner en Europe quelques jeunes hommes de bonne famille qui profiteraient des avantages de votre conversation? Pas du tout. Je n'ai pas l'intention qu'il y ait rien de bien défini là-dedans. Pardon, pas du tout. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait rien de bien défini là-dedans. J'aime à être sédentaire, mais je ne suis pas difficile. Sédentaire vous serez donc, m'écriai-je, perdant toute patience, et pour la première fois dans l'histoire de mes exaspérantes relations avec lui, me mettant bel et bien en colère. Si vous ne quittez pas les lieux avant la nuit, je me verrai obligé... En vérité, je suis obligé de quitter les lieux moi-même.
conclus-je assez absurdement, ne sachant à quelle menace recourir pour intimider son inertie et forcer son consentement. Estimant tout autre effort inutile, j'allais partir précipitamment lorsqu'une dernière idée me vint à l'esprit. Une idée qu'au demeurant, je n'avais pas laissé de caresser déjà. Bartleby, dis-je du ton le plus doux que je pusse prendre dans des circonstances aussi irritantes. Voulez-vous m'accompagner chez moi maintenant, non pas à mon bureau, mais à mon logis, et y rester jusqu'à ce que nous ayons décidé ensemble tout à loisir des dispositions appropriées à prendre pour vous? Venez, allons-y de ce pas. Non, pour l'instant, je préférerais m'abstenir de tout changement, quel qu'il soit. Je ne répondis pas. Mais esquivant tout un chacun avec succès par la soudaineté et la rapidité de ma fuite, je me précipitai hors de la maison, remontai Wall Street en courant dans la direction de Broadway, et là, sautant dans le premier omnibus venu, me trouvai bientôt à l'abri de toute poursuite. Dès que j'eus retrouvé mon calme, je vis clairement que j'avais fait désormais tout ce que je pouvais faire, compte tenu des exigences du propriétaire et des locataires aussi bien que de mon propre désir et de mon sentiment du devoir, pour venir en aide à Bartleby et le protéger de toute persécution brutale. Je m'efforçai alors d'être parfaitement insouciant et tranquille, et mes efforts eurent l'approbation de ma conscience, mais à dire vrai, ils ne furent pas aussi fructueux que j'aurais pu le souhaiter. Je craignais tant de me voir pourchasser à nouveau par le propriétaire furibond et par ses locataires exaspérés que, laissant le soin de mes affaires à Lagrange pour quelques jours, je parcourus dans mon cabriolet les hauts quartiers de la ville et des faubourgs, gagnant Jersey City et Hoboken, et poussant même des pointes fugitives jusqu'à Manhattanville et Astoria. En fait, pendant cette période, je vécus pour ainsi dire dans mon cabriolet. Lorsque je regagnai mon étude, je trouvai sur mon bureau une lettre du propriétaire. Je l'ouvris d'une main tremblante. Mon correspondant m'informait qu'il avait prévenu la police et fait mettre Bartleby aux tombes pour vagabondage. Il me demandait en outre, puisque j'en savais plus long que quiconque à son sujet, de me rendre aux dites tombes et d'exposer congrûment les faits. Cette nouvelle produisit sur moi des effets contradictoires. Mon premier mouvement fut d'être indigné, mais en fin de compte, j'approuvais presque. L'humeur énergique et expéditive du propriétaire lui avait inspiré une ligne de conduite que je ne me fusse sans doute jamais résolu à prendre. Cependant, en dernier ressort et dans des circonstances aussi exceptionnelles, il semblait que ce fût le seul parti possible. Comme je l'appris plus tard, le pauvre scribe n'avait pas offert la moindre résistance lorsqu'on lui avait annoncé qu'il allait être conduit aux tombes. Il s'était contenté d'acquiescer en silence à sa manière livide, impassible. Quelques-uns des assistants, mus par la compassion et la curiosité, s'étaient joints au groupe, et la procession silencieuse, précédée de l'un des agents qui donnait le bras à Bartleby, avait défilé à travers le bruit, la chaleur et la gaieté des rues tumultueuses à midi. Le jour même où je reçus la lettre, je me rendis aux tombes ou, pour parler avec plus de propriété, aux prisons. Après avoir cherché le fonctionnaire compétent, j'exposai le motif de ma visite, et l'on m'informa que l'individu que je décrivais se trouvait bien là. J'assurai alors à mon interlocuteur que Bartleby était un homme parfaitement honnête et, en dépit de ses inexplicables excentricités, digne de la plus grande compassion. Je racontai tout ce que je savais à son sujet et terminai en insistant pour qu'on lui rendît la détention aussi douce que possible jusqu'au moment où l'on pourrait prendre à son égard un parti moins rigoureux, bien qu'en vérité je ne visse guère lequel, à moins que, faute de mieux, on ne recourût à l'hospice. Je demandai ensuite à voir Bartleby. Comme aucune charge infamante ne pesait sur lui, et qu'il se comportait d'une façon parfaitement inoffensive et sereine, on lui avait permis d'errer librement à travers la prison, notamment dans les cours intérieures tapissées de gazon. Et je le trouvai là, qui se tenait tout seul dans la plus tranquille des cours, le visage tourné vers un haut mur, cependant qu'alentour, à travers les fentes étroites des fenêtres de la prison, je croyais voir les meurtriers et les voleurs darder sur lui leurs regards. Bartleby, je vous connais, dit-il sans se retourner, et je n'ai rien à vous dire. Ce n'est pas moi qui vous ai envoyé ici, Bartleby, répondis-je, vivement peiné de son soupçon implicite. D'ailleurs, pour vous, cet endroit ne devrait pas être un lieu tellement infâme. Aucun déshonneur n'en rejaillit sur vous.
Et voyez, ce n'est pas aussi triste ici qu'on pourrait le croire. Regardez, il y a là le ciel et ici le gazon. Je sais où je suis, Répondit-il, après quoi il ne voulut plus rien dire et je le quittai. Comme je regagnais le corridor, un gros homme viandeux, affublé d'un tablier, m'accosta et me dit en lançant son pouce par-dessus son épaule. c'est votre ami? Oui, Est-ce qu'il veut mourir de faim? Si c'est ça qu'il veut, c'est facile, il n'a qu'à se contenter de l'ordinaire. qui êtes-vous demandai-je, ne sachant que penser d'un personnage qui parlait d'une façon aussi peu officielle en un tel lieu. Je suis le marchand de bouffe. Les messieurs qui ont des amis ici me chargent de leur procurer du bon manger. Est-ce vrai dis-je en me tournant vers le geôlier. Celui-ci fit signe que oui. Eh bien alors, dis-je en glissant quelque argent dans la main du cuistot, puisqu'on le nommait ainsi, je désire que vous preniez tout particulièrement soin de mon ami. Donnez-lui le meilleur déjeuner que vous pourrez et traitez-le aussi poliment que possible. Présentez-moi, voulez-vous? Dit le marchand de bouffe en me regardant de l'air d'un homme qui semblait impatient de me donner un aperçu de sa bonne éducation. Jugeant que cela serait profitable au scribe, j'acquiesçai, et après avoir demandé son nom au marchand de bouffe, je m'approchai avec lui de Bartleby. Bartleby, voici un ami, il vous sera fort utile. Votre serviteur, monsieur, votre serviteur, Dit le marchand de bouffe en faisant un profond salut derrière son tablier. J'espère que l'endroit vous plaît, monsieur. De beaux terrains, des locaux frais. J'espère que vous resterez quelque temps avec nous, monsieur. Je tâcherai de rendre votre séjour agréable. Que désirez-vous pour déjeuner aujourd'hui? Je préfère ne pas déjeuner aujourd'hui, dit Bartleby en se détournant. Cela ne m'irait pas. Je n'ai pas l'habitude de déjeuner. Ce disant, il s'enfuit lentement de l'autre côté de la cour et se posta face au mur aveugle. Comment ça? Dit le marchand de bouffe en me jetant un regard stupéfait. Il est bizarre, non? Je crois qu'il a l'esprit un peu dérangé, dis-je tristement. Dérangé. Dérangé, vraiment. Ma parole, je prenais votre copain pour un de ces messieurs les faussaires. Toujours pâles et distingués, ces faussaires. Je peux pas m'empêcher de les plaindre, monsieur, c'est plus fort que moi. Avez-vous connu Monroe Edwards? Ajouta-t-il d'une voix émue. Et il s'arrêta. Puis, posant sa main sur mon épaule dans un geste de pitié, il est mort de la poitrine à Sing Sing, soupira-t-il. Si donc vous n'avez pas été en relation avec Monroe? non, je n'ai jamais entretenu de relations sociales avec aucun faussaire, mais je ne puis rester plus longtemps. Prenez soin de mon ami, vous n'y perdrez rien, je vous reverrai. Quelques jours plus tard, je fus admis de nouveau à pénétrer dans les tombes, et je parcourus les couloirs à la recherche de Bartleby, mais sans le trouver. Je l'ai vu sortir de sa cellule, il y a un petit moment, dit un geôlier. Peut-être qu'il est allé flâner dans les cours. J'allai donc dans cette direction. Vous cherchez l'homme silencieux? Dit un autre geôlier en me croisant. Il est couché là-bas, endormi dans la cour. Il n'y a pas 20 minutes que je l'ai vu couché par terre. La cour était parfaitement tranquille, car les prisonniers ordinaires n'y avaient point accès. Les murs d'une extraordinaire épaisseur qui l'entouraient ne laissaient venir à elle aucun bruit. Le caractère égyptien de cette maçonnerie pesait lugubrement sur moi, mais un doux gazon captif croissait sous les pas. Le cœur des éternelles pyramides, eût-on dit, dans les fentes desquelles, par quelque étrange magie, des semences de gazon chues du bec des oiseaux avaient germé. Étrangement recroquevillé au pied du mur, couché sur le flanc, les genoux repliés et la tête touchant les pierres froides, tel m'apparut l'émacié Bartleby. Mais rien ne bougeait. Je m'arrêtai, puis m'approchai tout contre lui. Je vis en me penchant que ses yeux voilés étaient ouverts. Par ailleurs, il semblait profondément endormi. Quelque chose m'incita à le toucher. Je tâtai sa main. Un frisson convulsif courut le long de mon bras et de mon échine jusqu'à mes pieds. La face ronde du marchand de bouffe me dévisageait. Son déjeuner est prêt. Est-ce qu'il va encore se passer de déjeuner aujourd'hui? Il vit donc sans déjeuner? Il vit sans déjeuner, répondis-je, et lui fermai les yeux. Eh, il dort, n'est-ce pas? Avec les rois et les conseillers, murmurai-je. Il n'y a guère lieu, semble-t-il, de pousser plus loin ce récit. L'imagination suppléera aisément au maigre exposé de l'enterrement du pauvre Bartleby. Mais avant de quitter le lecteur,
qu'il me soit permis de lui dire que, si ce petit récit l'a suffisamment intéressé pour éveiller sa curiosité à l'endroit de Bartleby et du genre de vie qu'il avait pu mener avant que le présent narrateur eût fait sa connaissance, tout ce que je puis répondre, c'est que je partage pleinement la dite curiosité, mais que je suis complètement incapable d'y satisfaire. Je ne sais toutefois si je dois divulguer certaines petites rumeurs qui vinrent à mes oreilles quelques mois après le décès du scribe. Sur quel fondement reposait-elle, je n'ai jamais pu le découvrir. Aussi suis-je incapable de dire dans quelle mesure elle est véritable. Malgré tout, comme ce vague bruit n'a pas été sans éveiller en moi certain intérêt suggestif, quelque triste qu'il fût, peut-être en sera-t-il de même pour autrui, et je vais le rapporter brièvement. La rumeur, donc, voulait que Bartleby eût exercé une fonction subalterne au service des lettres au rebut de Washington, et qu'il en eût été soudainement jeté hors par un changement administratif. Quand je songe à cette rumeur, je puis à peine exprimer l'émotion qui s'empare de moi. Les lettres au rebut, cela ne rend-il point le son d'hommes au rebut? Imaginez un homme condamné par la nature et l'infortune à une blême désespérance. Peut-on concevoir besogne mieux faite pour l'accroître que celle de manier continuellement ses lettres au rebut et de les préparer pour les flammes? Car on les brûle chaque année par charretée. Parfois, des feuillets pliés, le pâle employé tire un anneau. Le doigt auquel il fut destiné s'effrite peut-être dans la tombe. Un billet de banque que la charité envoya en toute hâte. Celui qui l'eût secouru ne mange plus, ne connaît plus la faim. Un pardon pour des êtres qui moururent bourrelés de remords, un espoir pour des êtres qui moururent désespérés, de bonnes nouvelles pour des êtres qui moururent accablés par le malheur. Message de vie, ces lettres courent vers la mort. Ah, Bartleby. Ah, l'humanité. Je déteste ce que je viens de faire, c'est-à-dire de me tromper sur la dernière phrase. Non, c'est l'enfer. Du coup, c'est pas l'humanité, mais humanité. Soit Bartleby. Humanité. Et c'est la fin de la lecture de Bartleby le Scribe, écrit par Herman Melville. Ce sera donc également la fin du live du jour. Nous passons à l'outro du live, les amis. Ok. Eh bien, je me demandais très fortement comment allait se terminer cette œuvre. Est-ce que la fin me déçoit? Je pense que le fait que je pose la question, que je me pose la question, est une preuve en soi que la fin est un peu déceptive à mon goût. Mais en même temps, j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas forcément une réponse franche sur le comportement de Bartleby. J'aime assez bien l'idée d'une œuvre qui se termine en laissant plein de questions. On a vraiment l'impression que ça a suivi son cours, que le narrateur a tout fait pour se débarrasser de Bartleby. Finalement, Bartleby était plus attaché au lieu peut-être qu'à la personne, ce qui est bizarre aussi, je sais pas comment l'interpréter. Mais en même temps, leur destin a continué d'être lié puisque les gens allaient chercher le narrateur. Et puis que le narrateur, c'est lui qui le trouve mort en prison, c'est lui qui prend soin de lui en prison. Je sais pas quoi penser. J'arrive pas à voir un message clair, une entre guillemets morale à tout ça. Après, il n'y a pas forcément des morales dans tous les textes. Et je pense que j'aime assez l'idée justement d'une fin énigmatique qui laisse toute possibilité ouverte, toute réflexion ouverte. Mais c'est vrai que c'est assez déroutant. C'est assez désarçonnant. Comme l'a été toute l'œuvre de toute façon, ce qui fait partie du côté agréable de l'œuvre. Vers la fin, c'est peut-être pour ça que je suis un peu déçu, enfin pas déçu, mais que la fin me laisse sur ma faim, justement. C'est que vers la fin, je trouve que Bartleby évoluait un peu dans son discours, parce qu'il, comme le dit le narrateur à un moment d'ailleurs, il est un peu plus loquace, il parle un peu plus, il dit un peu plus de choses.
Il fait pas que répéter «je préférerais pas» et du coup, là où pendant toute l'œuvre, il y avait cette chose d'instaurer que il disait «je préférerais pas» sur un ton indifférent et qu'il avait finalement, on avait l'impression presque pas de revendication, juste qu'il était, heu, juste qu'il était très nature quoi et qu'il disait ce qu'il pensait et point. Et vu qu'à la fin, il change un peu de ton et de mots, je trouve que vers la fin, ça fait un peu plus comme s'il avait une revendication et du coup, je trouve que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un message à comprendre, mais j'ai du mal à le comprendre. C'est vrai que je trouve que Bartleby est différent dans ces 20 dernières pages. Dans sa manière de répondre, il est un peu différent et du coup, forcément, ça ouvre la question pourquoi il est différent et ouais, j'ai l'impression qu'il faisait peut-être un peu plus des pas des réclamations, mais qu'il avait un peu plus ouais, de revendications en quelque sorte puisque vraiment on lui a proposé par exemple plein de métiers et il était en mode: «Non, ça je veux pas le faire», quoi. Ça sonnait un peu plus vindicatif en un sens. Hem Et en même temps, il arrêtait pas de dire, aussi des choses, contradictoires. Il arrêtait pas de dire, «Ah non, mais ça, j'ai pas envie, mais je suis pas difficile». Eh! C'est ouais, c'est compliqué. Est-ce que en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que l'œuvre vraiment est sujette à plein d'interprétations. Est-ce qu'on peut interpréter l'œuvre comme, comme, en fait, parfois, il y a des gens qui se mettent en 4 pour venir en aide à des gens qui ont l'impression de devoir être leurs sauveurs et tutti quanti et qui font, tourner leur monde autour de personnes alors que ces personnes leur ont rien demandé. Ça, c'est une interprétation qu'on pourrait avoir, par exemple, avec le narrateur. Est-ce que, un peu en suivant plus le narrateur, on pourrait se dire: «Ah le pauvre, lui-même il est complètement perdu et tout ça». Est-ce qu'il y a pas un truc de l'ordre de j'avais autre chose en tête qui était intéressant, je pense. Titatouititoum. Hem, Ah, je retrouve plus ce que je voulais dire. Mais, ouais, en quelque sorte, une sorte d'ode à la liberté complète, en gros. À dire, bah, en fait, heu, c'est notamment en partie les mots finaux qui me font penser ça. À Bartleby, à humanité. C'est en mode, bah, en fait, peu importe la bizarrerie humaine, chacun fait ce qu'il veut et c'est pas parce que tu comprends pas, que tu peux pas le laisser vivre et ainsi de suite. Enfin, est-ce qu'il y a aussi quelque chose comme ça, de l'ordre de, bah, en fait, c'est ça l'humanité. L'humanité, c'est avoir son libre arbitre quelque part et faire des choses que les autres ne comprendront pas forcément, heu, mais c'est pas grave, en fait. Hem, il y a plein de choses possibles, en fait, il y a plein d'interprétations possibles. Je ne sais vraiment pas laquelle, je sais pas vraiment laquelle mettre et pendant la lecture, il m'en venait plein à l'esprit. Je pense que c'est un texte qui va me travailler et que, quand je vais y repenser peut-être dans 6 mois et que je vais en parler à quelqu'un dans 1 an, peut-être qu'en fait, je vais me dire: «Ah en fait, peut-être que par rapport à mes nouvelles expériences de vie, je l'interpréterai plutôt de telle manière» et cetera. Je pense que c'est un texte, qui peut être intéressant. En plus, il est court. Un texte qui peut être intéressant à relire, peut-être, je sais pas, tous les 5 10 ans et qu'il pourrait, ouais, remettre en perspective des choses différentes, selon le vécu. Je pense qu'il a un potentiel comme ça. Honnêtement, c'était très sympa. Hem, la fin me déconcerte un peu quand même. Du coup, en fait, je sais pas parce que à la fois, j'aime bien le fait que ce soit déconcertant. Je trouve que c'est culotté de la part d'un auteur de faire ça et j'aime beaucoup. J'aime bien le fait qu'il y ait de multiples possibilités, tout ça, mais
Du coup, je sais pas, je suis quand même mitigé. Je pense que là, comme ça, à chaud, je le mettrais dans mon tableau, dans mes tier lists que je faisais régulièrement. Je le mettrais en génial ou en très bon. C'était un peu ce que j'avais déjà dit lors du premier live, je crois. Je pense que pour moi, ce serait un bas du tableau de génial ou peut-être un haut de tableau de très bon. Je pense que ça serait un peu dans ces eaux-là et je pense un chouïa plus dans le génial que dans le très bon pour moi. Parce que c'est quand même ma came, ce genre de délire. Enfin bref, je suis très content d'avoir lu du Herman Melville. Je suis très content d'avoir lu Bartleby le Scribe en particulier. Et j'ai bien hâte de relire du Herman Melville avec Moby Dick. Je le lirai peut-être un jour de mon côté et je vous en dirai peut-être du bien, peut-être du mal une fois que je l'aurai lu. Mais en tout cas, ce sera pas en live. Pour les prochains lives, on partira sur Le Grand Maulne, écrit par Alain Fournier. Donc on va changer a priori pas mal d'ambiance. Et puis ma foi, si vous avez regardé la vidéo sur YouTube, la rediffusion, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike sur notre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur mes différents réseaux. Je préviens toujours sur Discord, Facebook et Twitter quand je lance un live. Et on est bon. Il y a de grandes chances qu'on se revoie les jeudis après-midi parce que c'est le créneau que j'arrive souvent à débloquer pour faire des lives. Encore que, par exemple, je sais que dans 2 semaines, je vais travailler le jeudi, donc c'est pas une science exacte. Mais dans tous les cas, on va se recroiser. Du coup, ces temps-ci, la force des choses a fait que, grosso modo, on était à 4 ou 5 lives par mois. C'est beaucoup moins qu'à une époque, mais je pense que c'est le mieux que je puisse m'accorder pour le moment, puisque j'essaie de m'organiser mon quotidien pour travailler aussi sur d'autres projets. Comme je vous disais, là, en ce moment, je fais beaucoup d'écriture de jeux de rôle, notamment, et j'ai des projets en rapport avec le jeu de rôle, par exemple, donc j'aimerais mener plus en avant ces projets. Comme je le disais aussi, en ce moment, j'ai un regain de, on va dire, de joie. Et dit de cette manière, c'est crédible. Mais j'ai un regain de joie et ça me pousse forcément aussi à nourrir plus d'envie et à nourrir plus de désir de projets, justement. Donc là, j'arrive justement à écrire par exemple du jeu de rôle. J'y passe beaucoup de temps et j'y arrive, quoi. J'arrive à m'y atteler, à passer beaucoup de temps et tout. Euh, donc ouais, là, je me débloque un peu, j'ai l'impression, sur certains projets, c'est cool. Est-ce que ça sera le cas aussi pour trouver du temps pour faire plus de live? Peut-être un jour. Vous serez tenu au courant, que ce soit les lives ou d'autres projets. Sur ce, je vais pas bavarder davantage. Merci de m'avoir suivi. Encore merci Zikal pour l'abonnement. Et puis, certainement à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. Je vais peut-être pas faire de pause entre deux lectures cette fois-ci. Bartleby, comme c'était court, ça va. Je pense que j'arriverai facilement à repartir sur autre chose. J'ai pas le cerveau trop imbibé. Même si c'était une histoire vraiment très intéressante. Bref, on est y part. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine à tous. À très bientôt pour de nouvelles lectures ou de nouvelles parties de gaming ou d'autres choses. Bye bye. Des bisous. Tchou.